présenter Yohann Tuduri, donc, qui est géologue au BRGM et qui est spécialiste des ressources minérales. Il a réalisé une thèse en 2005 sur la province métallique du Sagro au Maroc. Et il a ensuite été enseignant quelques années à la Salle Beauvais et ensuite il a intégré le BRGM en 2010 où il a surtout mis en œuvre ce qu'on appelait l'ENAG à l'époque, qui est devenu le BRGM School maintenant, qui est une espèce d'IFP School pour les ressources minérales, donc qui maintenant est intégré dans le cursus du master de l'Université d'Orléans. C'est un parcours particulier, il en est toujours responsable. Très concerné par l'enseignement en ressources minérales et par tout le devenir des étudiants dans ce genre de thématiques, je crois qu'on va s'en rendre compte. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de transition énergétique et besoins en matières premières minérales. Yohann, tu as la parole. Merci Alain pour cette intro, c'est parfait. Donc, je voulais aussi te remercier, puis remercier également toute ton équipe là, pour l'invitation. Je suis désolé de ne pas être parmi vous. Ça aurait déjà dû être le cas il y a un an. On avait annulé à cause de la Covid. Cette année, c'est les greffes qui ont fini de me convaincre de faire autrement. Et pour quelqu'un qui venait parler de transition énergétique, je me dis que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que d'avoir laissé l'avion partir sans moi, quand même, mais avec plein de retard. Donc du coup, comme tu l'as dit Alain, on va parler de la transition énergétique, mais plus particulièrement de ses besoins en matières premières minérales. Alors, je voudrais commencer cette présentation par évoquer avec vous notre consommation de matières premières minérales. En fait, plus que notre consommation, notre dépendance à ces matières premières minérales. Évoquer avec vous le fait que, en l'espace de 200 ans, l'ère industrielle puis la croissance économique des pays émergents nous ont amené à accélérer notre utilisation des ressources non renouvelables, on dit des ressources primaires, qui sont issues de notre sous-sol, alors le sous-sol bien commun de l'humanité. Et avec vous, j'aimerais qu'on essaye de comprendre à quel point nous sommes dépendants de ces matières premières minérales. Alors, vous vous en doutez bien, mais de l'industrie minérale est présente à toutes les heures de notre vie quotidienne, du réveil à notre coucher, nous les consommons, ces métaux, ces cailloux, ces roches, que ce soit dans le radio-réveil du matin qui n'est fait que de plastique, de silicium, de cuivre et de quartz, au passage à la salle de bain, rien que le dentifrice, c'est encore des cailloux mis en poudre pour vous brosser les dents et avoir la laine fraîche. C'est pour vous déplacer au bureau, la voiture, peut-être le vélo, les transports en commun, mais au départ, tout ça, c'était quand même des tas de cailloux. C'est pour m'écouter, un outil numérique, un ordinateur, un vidéoprojecteur, fait d'un tas de métaux qui proviennent au départ d'un tas de cailloux issus de plusieurs mines différentes. La pause de midi, la pause d'après ma conférence qui vous emmènera peut-être vers le distributeur de boissons pour prélever une canette d'aluminium recyclable, bien entendu. La vie de tous les jours, donc le logement fait de cailloux, de granulats, mais également les hôpitaux, les universités, fait également encore de cailloux, de granulats, et puis de métaux, parce que bien entendu, il y a le Wi-Fi, il y a la fibre, donc un tas de cailloux. Pour ceux qui prennent des notes, pensez quand même que vous écrivez sur des cailloux en poudre, parfois avec de la cellulose, mais pas tout le temps maintenant. Le téléphone, parce que c'est indispensable dans notre vie maintenant, c'est quand même à peu près 50 piles en activité. Un petit peu de sport pour ce week-end, ce sera encore des cailloux, j'en suis certain, sous vos fesses, sur les selles, sur les pédales. Ce soir, comme il fait chaud à Montpellier, ce sera certainement gazpacho dans un bol à l'origine fait de cailloux et on allumera la lumière à la télé. Et pour tout ça encore, on retrouvera tout un tas de cailloux dans vos éclairages que je l'espère LED. Donc bref, des cailloux partout, des cailloux pour se loger, des cailloux pour se déplacer, pour faire des routes, des TGV, des autoroutes, pour faire des quartiers. Je n'ai pas mis ceux de Dubaï, j'ai plutôt mis un quartier du sud de la France ici. Enfin bref, des cailloux. Alors, le caillou peut-être le plus composite que vous connaissez, c'est le béton. Et rien que le béton, dites-vous que c'est déjà 3 à 4 carrières en activité. C'est 1 à 2 carrières pour faire le ciment, c'est une carrière pour faire le granulat, pour associer le béton, c'est une carrière de plus d'où on a extrait du sable pour intégrer au béton, et enfin de l'eau pour le gâchage. Et là, je n'ai parlé que de béton de base pour faire la terrasse. Je n'ai pas parlé de béton armé, ni même de béton précontraint.
qui, eux, vont avoir besoin de mines, parce qu'il va falloir ajouter dedans des aciers, voire des métaux high-tech. Et là, on rentre dans la filière du BTP, qui va construire, certes, du logement pour tout le monde, mais également des hôpitaux, des universités, voire des ouvrages d'art, parfois pas tout le temps utiles, et qui vont pouvoir consommer jusqu'à 600 000 tonnes de béton et tout autant de silice et d'acier lorsqu'il va falloir, bien entendu, faire les panneaux vitrés des grands buildings très modernes. Donc, l'industrie minérale est présente à toutes les heures de notre vie quotidienne. J'ai beaucoup parlé de BTP, c'est parce qu'en fait, c'est le premier client de l'industrie minérale. Le secteur énergétique est le second. Et là, je m'intéresse même pas au pétrole, à l'huile et au gaz, je m'intéresse uniquement au secteur donc, énergétique de type charbon. Et si vous regardez ici les chiffres, le premier client sur les 2020 de l'industrie minérale, c'est le BTP avec 40 milliards de tonnes consommées, suivi du charbon avec 1000 milliards de tonnes. Le troisième client de l'industrie minérale, c'est l'agroalimentaire. Sur ce graphique, pour ceux qui arrivent quand même à le deviner, c'est les petites taches rouges qui dépassent, c'est juste 316 millions de tonnes. C'est le troisième client de l'industrie minérale. Il est à peine visible sur ce graphique-là. Alors, agroalimentaire, pour faire quoi? Tout simplement parce qu'il faut de la potasse pour fertiliser les champs. Il faut également, j'ai dit de la potasse, du phosphate également pour fertiliser les champs. Et ça, c'est majeur. Mais l'agroalimentaire, ce n'est pas que fertilisation des champs, c'est aussi faire des insecticides, dans certains cas de figure, qui vont utiliser également des matières premières minérales. Mais aussi, ce sont des cailloux pour manger. C'est des cailloux pour manger, par exemple, les gâteaux, parce que dans certains cas de figure, la farine, pour la rendre plus fluide à l'écoulement, on rajoute du gypse dans certains cas de figure. Et que le riz, pour le rendre incollable, souvent, il est un peu talqué. Donc, ouais, sans surprise, on mange des cailloux. Alors, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais l'extraction métallique, elle paraît finalement relativement marginale. Pensez bien ici, pour l'exploitation des métaux, j'ai extrait de là toutes les parties métaux qui servent au bâtiment, on en a pour 820 millions de tonnes. Donc, ça implique les métaux précieux jusqu'aux métaux pondéreux. 820 millions de tonnes, à comparer avec les 316 millions de tonnes dédiées uniquement à l'industrie agroalimentaire, et à comparer également avec la partie minéraux-industrielle de la filière BTP, qui lui représente 600 millions de tonnes. Donc 820 millions de tonnes, ce n'est pas grand-chose, en fait. Mais en fait, 820 millions de tonnes pour l'industrie minérale, c'est majeur. Et c'est majeur, surtout lorsqu'on revient justement à comprendre de quoi est fait un minerai métallique. Un minerai métallique, c'est souvent justement des métaux précieux. Un métal précieux, dans une roche, pour une tonne de roche, vous avez entre 1 et 5 grammes. Donc en fait, pour une tonne de roche exploitée, vous avez une tonne de déchets. Vous exploitez du cuivre, vous allez être autour de 1%. Donc même si j'arrondis, à la fin, vous allez avoir 900, une tonne de déchets, même pour 1% de roche exploitée. Alors les déchets vont vraiment diminuer lorsqu'on va s'intéresser aux métaux pondéreux, les aciers, les bauxites pour l'aluminium. Et là, ce sera beaucoup moins présent. Mais en fait, l'industrie minière, là où elle est très visible, c'est sur le fait qu'elle génère de grandes quantités de déchets. Et donc, les déchets associés à l'extraction minière, c'est jusqu'à 9 milliards de tonnes, à comparer avec les déchets liés à l'industrie du BTP et également à l'exploitation du charbon. Pour mémoire, l'extraction du charbon, c'est 9 milliards de tonnes pour 2020, et l'extraction du BTP, c'était 40 milliards de tonnes de granulats. Donc, les 9 milliards de tonnes ici de déchets miniers, en fait, on les oublie souvent, mais ils accompagnent toute la filière. Alors, si on revient à la socio-économie des matières premières minérales, un Européen moyen, au cours de sa vie, aura donc consommé jusqu'à près de 700 tonnes de petits cailloux, de sable, de gravier, de granulats, 75 tonnes de pétrole, 17 tonnes de fer, 14 tonnes de sel, 1 tonne de phosphate et blablabla. Il ne consomme que des métaux, il est dépendant des métaux, il est sous perfusion de métaux, de cailloux. Alors, ces métaux, en plus, on s'aperçoit, notamment sur ce graphique, qu'ils sont utiles pour des applications de plus en plus high-tech. Alors, qu'est-ce que j'entends par là?
J'entends par là qu'en fait, la demande en matières premières minérales augmente depuis près d'un siècle. Ce n'est pas une nouveauté, tout le monde le savait un peu. Elle augmente pour des métaux de base, comme par exemple, ici, la courbe en bleu clair, celle de l'aluminium. C'est un peu sans surprise. Elle augmente pour des pondéreux, l'industrie du BTP, comme par exemple ici, la courbe en bleu foncé, c'est celle justement de la production de ciment. Mais elle augmente encore plus fortement, et depuis plus récemment, pour des métaux qui étaient peu utilisés jusqu'ici. On prendra l'exemple des terres rares, dont la consommation explose depuis une quarantaine d'années, et puis voire même, je dis bien qu'elle explose, mais elle est repartie encore plus belle depuis même pas 10 ans. Et alors, de façon encore plus spécifique, la courbe verte que vous voyez, est-ce que vous la voyez? Est-ce que je crois que je n'ai pas souligné au bon endroit? La courbe verte que vous voyez ici, elle vous montre une explosion de notre consommation de lithium. Des terres rares, du lithium, deux substances qui accompagnent justement notre transition énergétique. Alors, le fait de voir notre consommation de matières premières minérales augmenter considérablement mène aujourd'hui à des conséquences, à des impacts. Et les impacts, depuis quelques mois, on les mesure très très bien. On les observe à travers l'augmentation du prix de l'énergie. On a des chaînes de valeur qui sont interrompues. On pensera notamment aux composants électroniques. On a par moment des pénuries de matières premières minérales. En fait, on assiste, juste avec cette crise un peu récente ukrainienne, à une certaine vision, crise ukrainienne et post-Covid d'ailleurs, à une certaine vision donc, de la raréfaction des ressources naturelles. Donc en fait, cette transition énergétique, elle soulève de nombreuses incertitudes quant à l'approvisionnement en matières premières indispensables à la production d'énergie renouvelable, mais également indispensables aux nouvelles utilisations de l'énergie, je pense notamment aux véhicules électriques. Alors, sur cette deuxième partie, j'aimerais évoquer avec vous l'économie des matières premières minérales et revenir sur environ 50 années d'exploitation de ces matières premières minérales. Et plus particulièrement, j'aimerais qu'on essaye de comprendre ensemble comment nous en sommes arrivés à un tel rythme effréné de consommation de matières premières minérales et quels ont été les impacts en termes économiques. Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'évolution du prix des matières premières avant 2002. À cette époque, il existait deux catégories de pays sur Terre, des pays dits développés et des pays en voie de développement. Sur la période, notamment 80 à 2002, on observe quoi? On observe une faible demande des pays développés. Tous ces pays sont des sociétés devenues post-industrielles, faites de services et de dématérialisation. Ce sont des sociétés qui consomment de moins en moins de métaux. La première conséquence à ça a été une offre excédentaire de matières premières minérales. Cette offre excédentaire conduit inexorablement vers une baisse du prix des matières premières minérales. Cette baisse, elle répond aux lois de l'offre et de la demande, et elle est matérialisée ici par cette flèche sur ce graphique qui montre ici l'indice des prix des matières premières avec une base 100 calculée sur les moyennes de l'année 82-84. Et le prix des matières premières ici est ramené en dollars constants. Alors, l'offre ici présentée excédentaire se caractérise également par deux effets. Alors déjà, intrinsèque à l'industrie minière, plus les prix baissent, plus les sociétés minières vont devoir produire plus pour diminuer leur coût de production. Elles vont de produire donc plus de métaux et alimenter ainsi la spirale baissière. Bien entendu, les compagnies minières vont pouvoir produire plus jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus se le permettre et fassent faillite. Mais sur la même époque, plus particulièrement au début des années 90, et avec l'éclatement de l'ex-URSS, les nouveaux pays vont avoir besoin de liquidités. Et pour assurer leur liquidité, elles vont déstocker massivement donc, leurs produits métalliques qu'elles avaient dans les banques centrales, que ce soit de l'or, des platinoïdes, parfois même de l'étain, pour les convertir en dollars. Elles vont de fait accroître l'offre excédentaire et alimenter cette spirale baissière du cours des matières premières minérales. Le déséquilibre entre l'offre et la demande apparaît à partir de 2002.
Alors 2002, il y a quoi? Déjà, à une hausse légère, mais significative, de la demande en matières premières minérales. Mais 2002 est également lié à l'émergence industrielle de la Chine et à son entrée, l'année précédente, en 2001, dans l'OMC. L'émergence industrielle de la Chine sera vite suivie par l'émergence des autres pays associés au groupe des BRICS, comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine dont on vient de parler, et l'Afrique du Sud. Alors on assiste à quoi sur cette période En fait, à une hausse du cours des matières premières minérales, parce qu'on a une demande en matières premières minérales qui va s'accroître entre 2002 et 2012. La conséquence, c'est que cette hausse des cours fait face en fait à une faiblesse de stock de matières premières minérales. On assiste sur cette période à de fortes spéculations sur le cours des matières premières. On a une extrême volatilité de nombreux cours de matières premières minérales, à commencer par les métaux de base comme le cuivre. On peut même assister pour le cuivre à des variations du cours de la matière première de plusieurs centaines de dollars par tonne en quelques secondes de séance. On est rentré dans le trading haute fréquence et en rien ça ne reflète les conditions de vie sur une mine en fait. Et à cela va s'ajouter un fort déficit d'investissement minier pendant plus de 15 ans pour les raisons que j'ai expliquées à la diapositive précédente. Bien entendu, une telle spéculation a conduit à une crise, comme fréquemment. La crise sur cette période a été la fameuse crise des subprimes, qui aura impacté le cours des matières premières minérales, mais de façon que très passagère, parce que ce cours des matières premières minérales est aussi vite même reparti à la hausse pour atteindre les plafonds de l'année 2008, en fait. Donc voilà ce qui s'est passé sur la période 2002-2012. Alors tout ça, ça conduit quand même à se dire, mais une explosion de l'intérêt pour les matières premières minérales a forcément laissé des traces et des impacts, et notamment pour les pays miniers. On a assisté sur cette période, donc de forte croissance, un boom des investissements miniers, avec des pays connus déjà pour leur intérêt minier, mais des pays qui se sont avérés être des centres, même des hubs miniers globaux, comme l'Australie pour le charbon et l'acier, comme le Brésil également pour l'acier, le Canada pour de nombreux métaux dont l'or et le Chili pour son cuivre. Ces pays ont travaillé même de façon assez intelligente pour modifier leur fiscalité afin d'apporter une meilleure répartition de la rente minière entre le pays producteur et les majors multinationales. Dans certaines zones, comme en Afrique, on voit de nombreuses compagnies minières accroître leur participation dans des programmes de développement sous peine de pénalité, programmes de développement en santé, alimentation, éducation, environnement et infrastructure. Pas à l'abri de voir certaines compagnies minières développer et construire un rail ou construire des autoroutes. La contrepartie dans ces pays est également l'apparition de moratoires environnementaux. Ça a été le cas de façon très célèbre dans des projets miniers en Alaska. C'est le cas sur l'uranium au Canada, même plus récemment, c'est le cas sur l'uranium au Groenland. Sur cette même période, on assiste également au retour au protectionnisme en Chine comme en Russie. Mais par ailleurs, si on s'intéresse à la Chine et sur la figure du bas, donc vous avez deux périodes, 2004 et 2010, vous voyez s'accroître l'emprise de la Chine sur les ressources mondiales de matières premières minérales, accroître son emprise notamment sur l'Afrique et sur l'Australie. Et on notera facilement donc ici que les économies africaines deviennent excessivement dépendantes de leurs exportations de matières premières brutes vers la Chine. Et un peu comme l'Australie, elle pourrait devenir relativement dépendante de l'économie chinoise. D'ailleurs, elles le sont devenues. Alors maintenant, intéressons-nous à ces 10 dernières années. Depuis 10 ans, notre belle histoire est plutôt ponctuée de crises et de reprises économiques très éphémères. On assiste sur la période 2012-2016 à une chute du cours des matières premières minérales. Alors, une chute relativement lente, où on se demandait jusqu'où on allait pouvoir s'arrêter. Cette chute est liée à quoi? Au ralentissement de l'économie chinoise. Alors, un ralentissement, certes un peu systémique, mais un ralentissement quand même évident, parce qu'un pays ne peut pas soutenir une croissance à deux chiffres indéfiniment. On a en face de ça également un problème de crise des dettes souveraines. La zone euro a largement été impactée. Et puis, la zone euro, comme de nombreux autres pays occidentaux, ont vu une forte progression du chômage qui a beaucoup également impacté la consommation.
Nous avons donc sur cette période une large reconsidération, notamment de la part des compagnies occidentales, de leurs grands investissements miniers. On est en présence d'industries minières qui ont plus de projets que de cash flow. Elles sont contraintes à des dépréciations d'actifs et donc au gel d'investissements miniers. La période 2017-2019 est marquée par une reprise économique, baisse du chômage, ça s'est même vu en France, et on a pu assister donc à une reprise des cours à la hausse du prix des matières premières minérales. Mais malheureusement, tout ça n'a été que de courte durée. La crise Covid est passée par là, plus récemment, la crise de la guerre en Ukraine. Donc en fait, si on regarde ces dernières années, on aura donc vu une crise Ebola et le djihadisme s'installer essentiellement en Afrique, perturber l'économie des matières premières minérales, et de façon plus globale encore, la crise Covid et la guerre en Ukraine, donc qui ont apporté vraiment beaucoup donc, de contraintes dans la valorisation, l'exploitation, l'exploration des matières premières minérales. On notera à ça que lorsqu'une industrie se retrouve à geler ses investissements miniers, voire à les abandonner, eh ben, un tel abandon par une majeure occidentale devient systématiquement une opportunité de récupération, bien entendu, donnée aux sociétés des pays émergents. Alors en fait, cette période 2012-2022, qui montre une évolution des cours, enfin de notre demande en fait en matières premières minérales, plutôt en yo-yo, en dents de scie, est une période également assez particulière parce qu'elle est marquée par l'ère de ce que j'appellerais des métaux stratégiques et des métaux critiques, et plus particulièrement de ceux liés à la transition énergétique et numérique. Alors, je pense que je n'ai pas fini de parler des opérateurs miniers, parce que j'ai encore des choses à vous dire dessus. Et justement, j'aimerais évoquer sur cette période, sur ces 20 dernières années, quel est le bilan des opérateurs miniers, quelles ont été leurs dépenses d'exploration et quel a été le rythme de leur découverte. Alors, l'impact de la période 2002-2012, et plus récemment encore, pour les sociétés minières, a été relativement intéressant. Sur 2002-2012, les majors minières ont toutes enregistré des bénéfices records. Les dividendes étaient en hausse, elles ont eu un potentiel d'acquisition en cash considérable. Les capitalisations boursières de nombreuses compagnies ont atteint également des records, si bien que même sur l'année 2008, vous avez une compagnie comme BHP qui, sur quelques jours d'affilée, a pu voir sa capitalisation boursière dépasser le Sal d'Exxon, donc se retrouver pratiquement dans les 5 compagnies les mieux cotées au monde. Sur cette même période 2002-2012, la stratégie des compagnies minières était variable. Elle pouvait soit valoriser une croissance organique, soit plutôt essayer d'acquérir d'autres sociétés. Alors, la croissance organique valorise l'exploration minérale, l'acquisition, l'achat de nouvelles sociétés. Et ces vagues d'acquisition ont été bien souvent plus hostiles qu'amicales, se sont souvent réalisées en cash, plutôt qu'en échange d'actions. Pourquoi est-ce que les sociétés minières, plutôt celles qui étaient riches, ont procédé à des vagues d'acquisition massives, notamment pour pallier le manque de gisements de qualité. Il est bien plus rapide et moins coûteux d'acheter des réserves que de les rechercher en faisant de l'exploration minérale. Mais également parce que ces compagnies minières qui avaient du cash ont voulu profiter des cours élevés actuels des métaux pour mettre en production des mines et récupérer du cash. Et bien entendu, ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre dans l'économie économique plutôt des pays occidentaux, c'est que dans un monde parfait, il faudrait vraiment explorer les métaux pendant que le cours de ces derniers est bas, donc afin de profiter de la mise en production des mines lorsque le cours des métaux repart à la hausse. La seule difficulté, c'est que pour explorer, il faut trouver des caches et que les investisseurs sont rarement présents lorsque le cours des métaux est bas. Un problème que n'ont pas justement les nouveaux acteurs des BRIC, parce que ces derniers sont directement financés par l'État. On parlera de compagnies étatiques. Et en fait, sur ces mêmes périodes, on a vu arriver de nouveaux acteurs miniers issus du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, des pays miniers qui proviennent d'Amérique du Sud, donc Vale pour le Brésil, mais aussi des groupes mexicains et chiliens, des compagnies minières chinoises, des compagnies minières russes, une compagnie minière indienne,
des compagnies minières majeures sur le continent africain, mais également dans le continent arabe. Les compagnies de la Belle Époque sont toujours présentes, mais les vagues de fusion et acquisition nous ont fait perdre de vue certains logos, emblèmes de compagnies. Phelps Dodge a été croqué par Freeport, Falconbridge a été mangé par Strata, qui lui-même plus récemment vient d'être mangé par Glencore. Alors, si on s'intéresse aux dépenses d'exploration, que peut-on dire? On a une forte croissance de la dépense d'exploration sur la période 2002-2012. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu que des vagues d'acquisition. Les majors ont acquis de nouveaux projets qu'elles ont souvent rachetés à des compagnies juniors qui, elles, prennent tous les risques en matière d'exploration. Et ces compagnies minières juniors se sont largement développées et multipliées sur cette même période et ont largement contribué à dépenser donc du cash pour trouver de nouvelles ressources. Et on verra sur la figure suivante s'ils en ont trouvé ou pas. Sur cette figure-là, ce que j'aimerais quand même vous montrer, c'est que pendant les vagues, donc, où les cycles miniers sont plutôt à la baisse, en fait, l'industrie minière de l'exploration est moins engagée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On dépense peu lorsque le cours des métaux est bas, parce que les investisseurs sont peu présents. Les investisseurs sont certes peu présents, mais toujours, dans l'ensemble, un peu intéressés par l'or. Donc, pendant que le cycle minier est plutôt revu à la baisse, en fait, la part de l'or dans les dépenses d'exploration est à la hausse. Et on peut se retrouver avec des valeurs où le budget d'exploration global peut être de l'ordre de 50 à 60% des budgets mondiaux d'exploration, toutes substances confondues. Alors, on s'aperçoit quand même que dès lors que les cycles miniers repartent à la hausse, la part de l'or dans les budgets d'exploration décroît largement pour se retrouver à environ 20%. Ce qui est plutôt une bonne chose quand même. Alors, si on regarde maintenant le rythme des découvertes, on s'aperçoit que finalement, on a 50 années de découvertes majeures, que visiblement, et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus on investit, plus on découvre des gisements. On peut noter que sur les 5 à 10 dernières années, il semblerait qu'il y ait moins de découvertes. On notera quand même que sur les 5 dernières années, on a, sur la figure présente, beaucoup moins investi, c'est les bâtons bleus, dans l'exploration minérale. Et que si je reprends cette figure-là et que je vous la représente peut-être dans 10 ans, on s'apercevra finalement que ce qui est représenté en gris ici, les unreported discoveries, ont été également sous-estimés. Parce que cette figure que je vous présente à la date, j'aurais pu la discuter avec vous il y a 5 ans ou il y a 10 ans pour parler de données qui étaient inférieures à 10 ans, et on avait la même analyse. On avait toujours l'impression qu'on dépensait plus pour découvrir moins, mais en fait, on dépense plus, mais on découvre toujours beaucoup de matières premières minérales. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas nécessairement de crise de la découverte. Alors, pour l'industrie minérale, le maintien donc des actifs se fera, comme il s'est fait dans le passé, par le développement et la gestion sur le long terme de gisements, si possible, de classe mondiale. Il est donc nécessaire pour n'importe quelle entreprise minière de maintenir des activités d'exploration pour maintenir ses actifs. Alors après cette présentation un petit peu sociétale et économique sur les 50 ans d'exploitation minière, j'aimerais, sous cette même démarche, évoquer les conséquences environnementales et les aborder sous un angle un peu différent que ce que j'aurais pu penser. J'aurais pu arriver directement sur le drainage minier acide, mais je pense que je n'ai pas envie d'aller là-dessus. Je vais parler plutôt plus large encore, plus global. Et j'aimerais évoquer avec vous les principaux drivers de l'augmentation de notre consommation de matières premières minérales. J'aimerais également évoquer avec vous qu'est-ce qui a permis un tel développement de la démographie mondiale et donc de la consommation de matières premières minérales. Alors, ces principaux drivers sont au nombre de 3. Le premier, c'est la croissance démographique, et plus particulièrement l'émergence de la classe moyenne. On notera également sur cette figure que les matières premières minérales ont rythmé le développement de la démographie mondiale. On est bien passé de l'âge de pierre à l'âge de l'iPhone.
Le deuxième driver de l'augmentation de notre consommation de matières premières minérales, c'est la diversification des éléments dans les produits finis. Vous avez ici 3 siècles de technologie et vous vous apercevez en fait que l'intensité d'utilisation des éléments chimiques, des matières premières minérales, donc, est exponentielle avec le temps. On est passé de 8 éléments pour construire un moulin à vent à tout le tableau périodique des éléments pour construire le chef-d'œuvre du XXIe siècle, le fameux iPhone. Le dernier driver de notre consommation de matières premières minérales, c'est l'essence de notre pensée économique. C'est ce fameux taux de croissance qui nous fait courir chaque année après nos dettes. Alors, essayons maintenant de comprendre qu'est-ce qui a permis un tel développement de cette démographie mondiale qui gouverne par ailleurs notre consommation de matières premières minérales. Le développement de cette démographie mondiale est lié tout simplement à l'utilisation des combustibles fossiles pour produire de l'énergie, d'abord à partir du bois, puis du charbon, du pétrole, aujourd'hui du gaz, mais également et surtout pour accompagner la révolution agricole avec notamment la fabrication d'engrais azotés issus du procédé Haber-Bosch. Donc, ce procédé permet la synthèse d'ammoniac par hydrogénisation de l'azote gazeux atmosphérique. Mais cette conversion de l'azote de l'air en ammoniac requiert beaucoup d'énergie. Elle va consommer beaucoup de gaz et donc émettre du CO2, forcément. Et donc, la conséquence de notre dépendance aux matières premières minérales, et plus particulièrement à cette énergie grise, carbonée, cette conséquence, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre et bien entendu, le principal effet qu'on mesure bien en ce moment, le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle, depuis près de 50 ans, il y a des gens qui nous disent qu'il faut investir dans une nouvelle façon de produire de l'énergie et qu'on le met en application vraiment depuis peut-être à peine une dizaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle il faut investir dans les énergies renouvelables. Et je ne me trompe pas trop quand je dis qu'on investit que depuis une petite dizaine d'années. Parce qu'en fait, sur ce graphique-là, vous constatez qu'on investit massivement dans les énergies renouvelables et que la bascule a été faite sur la période 2010-2012. Les investissements dans les énergies fossiles sont aujourd'hui en décroissance, alors que les investissements dans les énergies renouvelables ne cessent de croître avec le même taux de croissance. Alors voilà, investir dans les énergies renouvelables, l'idée est géniale, bien entendu qu'il faut y aller, mais il ne faut pas oublier que ces énergies, ces technologies en fait, liées aux énergies renouvelables, consomment fortement les matières premières minérales. Et ça, ce n'est même pas moi qui vous l'invente tout fait, c'est déjà de nombreux rapports issus des Nations Unies, de la Banque mondiale qui le rapportent. On a une intensité d'utilisation des matières premières minérales qui est décuplée à travers le développement de ces énergies vertes. Alors pourquoi doit-on consommer de plus en plus de métaux pour ces applications high-tech tournées vers la transition énergétique? On consomme plus de métaux pour fabriquer des alliages plus légers. Des alliages plus légers pour mettre dans les voitures, pour mettre dans les avions, typiquement, afin d'alléger et donc de réduire notre consommation de carburants fossiles. On va consommer également de nombreux métaux, encore, pour quelques années, pour accompagner la catalyse. La catalyse des pots d'échappement de nos véhicules thermiques, qui va consommer beaucoup de terres rares, mais également de platinoïdes. La catalyse, peut-être, et je l'espère, de combustible de demain, pour la pile à combustible, et puis la catalyse en pétrochimie pour craquer les hydrocarbures lourds à partir, là, cette fois-ci, de terres rares. On a besoin de métaux pour développer les énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, le gallium, le germanium, pour également développer les LED, c'est justement là qu'on a besoin du gallium et du germanium, excusez-moi, pour développer les éoliennes et pour également développer, plutôt améliorer le rendement de nouveaux moteurs, de futurs moteurs.
Des métaux pour stocker de l'énergie, lithium, cobalt, parmi les plus connus, pour fabriquer notamment les batteries, mais également des métaux de superalliage, cobalt, rhénium, ruthénium, pour fabriquer des turbines de haute température. En fait, on ne parle surtout que de métaux rares, de métaux green tech, critiques et stratégiques. Les métaux de base restent toujours aussi utiles, mais pour des applications de plus en plus high-tech. On utilise du cuivre dans les voitures, mais toujours plus parce qu'ils sont devenus hybrides électriques. On utilise du cuivre dans nos moteurs, mais toujours plus parce qu'ils sont maintenant à haut rendement. On utilise le cuivre pour développer les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, et parce que aussi, il va falloir connecter cette production d'énergie au réseau électrique. Donc, il faut parfois réélectrifier le monde ou tout simplement encore continuer à électrifier. Plus de cuivre dans la maison intelligente, plus de cuivre encore pour ses propriétés antibactériennes plutôt assez indispensables en ces périodes de pandémie, et puis du cuivre parce qu'il y a les traditions qu'on n'a pas envie d'oublier. Alors, intéressons-nous avec ce graphique maintenant à la demande en matières premières minérales pour la transition énergétique. Ces deux graphiques nous permettent de visualiser sur quelle substance la demande est la plus forte depuis ces 10 dernières années. Vous observez pour ça donc essentiellement les bâtons bleus. Et ce qui nous permet de comparer justement cette hausse de la demande par rapport aux 40 dernières années, les bâtons orange. On part du principe que les 10 dernières années représentent bien entendu le tournant majeur, global, vers l'utilisation des matières premières pour la transition énergétique. Et bien, sans surprise, je ne me trompe pas en parlant de ça, on voit émerger sur le graphique de droite de nombreux métaux, comme ici le lithium, comme le gallium, comme le bismuth, comme ici le tellure, qui sont les métaux qui accompagnent la transition énergétique. Donc, on a un surpoids de consommation de ces métaux-là sur les 10 dernières années plutôt que sur les 40 dernières années. Si on passe sur la figure, donc c'était gauche, de droite, excusez-moi, et en fait, on s'aperçoit ici par contre que sur le ciment, on a une diminution par rapport aux 40 dernières années de la consommation de cette substance. Ça marque plutôt le ralentissement de l'industrie chinoise depuis 10 ans, le ralentissement justement de l'industrie du BTP en Chine. Alors, si je reviens à cette transition énergétique et donc sur cette hausse de la consommation des matières premières minérales, en fait, ces taux de croissance qui sont affichés ici, TCM, c'est taux de croissance annuel moyen, ces taux de croissance tels que affichés ici, les analystes nous prédisent que ces taux devraient persister pour les 15 à 20 prochaines années, ce qui paraît quand même considérable. Et l'impact donc de ces taux de croissance est majeur. Donc, si on s'intéresse justement à la règle de ces taux de croissance, ce qui est important de noter, c'est que c'est rattaché au doublement de notre consommation. Vous avez ici le taux de croissance, non, plutôt la production cumulée en fait, des origines jusqu'à 2015, donc production cumulée d'aluminium. Sur cette production cumulée qui marque ici les petits bâtons en rouge, on a calculé, on a simulé donc le taux de croissance annuel moyen. Et ce dernier est de 4,69%. Donc à partir de ce taux de croissance, on a donc simulé à travers cette courbe bleue comment devrait évoluer notre demande en aluminium. Et qu'est-ce que l'on peut dire à partir de ça? On voit finalement que notre production cumulée d'aluminium, depuis qu'on utilise l'aluminium, donc grosso modo le début du siècle dernier jusqu'à l'an 2000, cette production cumulée est de 605 millions de tonnes. On observe maintenant la production cumulée d'aluminium entre 2000 et 2015, qui est égale à 616 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on a consommé autant d'aluminium qu'on en a consommé sur tout le XXe siècle. Si je suis cette même logique et que je me projette maintenant, donc de 2016 jusqu'à 2030, je vais consommer jusqu'à 1,16 milliard de tonnes sur cette simple période 2016 à 2030 d'aluminium. Ça veut dire que là encore, sur cette période de 15 ans, je vais doubler encore ma consommation de matières premières minérales. Et j'aurai consommé sur cette période de 15 ans autant d'aluminium que l'humanité n'en aura consommé depuis qu'on exploite de l'aluminium. Ce que je vous dis pour l'aluminium est vrai, comme il est vrai également pour le cuivre qu'on exploite depuis le bronze ancien.
Alors, regardons l'impact de ces technologies dites vertes sur la production d'énergie soi-disant décarbonée. On a ici des intensités de matière qui sont représentées sur chacun de ces graphiques, chacun de ces graphiques ici, donc, et qui montrent en fait pour différentes technologies de production d'énergie la consommation en kilogrammes par mégawatt-heure d'énergie produite. Alors, on s'intéresse ici au cuivre, à l'aluminium, à l'acier et au béton. Et en fait, on observe dans ces graphiques donc, que l'intensité de matière par puissance consommée montre de grandes disparités entre les énergies conventionnelles, représentées plutôt à chaque fois à gauche des graphiques, et les énergies renouvelables, représentées à droite. Donc, on a une différence entre les énergies conventionnelles hydrauliques, nucléaires, gaz naturel et charbon, et les énergies plutôt renouvelables, éoliennes, photovoltaïques et centrales solaires photovoltaïques. En fait, ce que ça montre, c'est que pour une même puissance fournie, vous allez avoir les énergies renouvelables qui vont avoir besoin de beaucoup plus, 1 ordre, 2 ordres de grandeur, 3 ordres de grandeur en plus, donc de consommation de matières premières minérales. Alors, cela est vrai pour tous les métaux, un tout petit peu moins vrai pour le béton, puisque l'hydraulique est un grand consommateur de béton. Alors, les conséquences en termes d'investissement nécessaires sur la consommation en matière est la suivante. Alors, on s'intéresse ici à l'exemple français, avec une base de consommation annuelle qui date de 2013, et on s'intéresse essentiellement au développement du photovoltaïque et de l'éolien. Ici, vous avez sur les deux graphiques donc, des modèles, donc des scénarios plutôt de transition énergétique qui sont basés sur les modèles de l'ANCRE et de l'ADEME. Donc, ANCRE en a 3, sobriété, électrique, diversifiée, et l'ADEME a un seul modèle. Alors, qu'est-ce que ça nous montre si on s'intéresse ici aux métaux pondéreux, en fait, ça nous montre que pour respecter les scénarios de la transition énergétique, il va falloir consommer d'ici 2050 à peu près une fois la consommation française d'acier de 2013. Et jusqu'à 1,5 à 2 fois celle de cuivre. Ça paraît gérable, ça paraît pas énorme. Si on s'intéresse de l'autre côté aux petits métaux, comme ici les terres rares, on observe que dans ce cas, la proportion est beaucoup plus significative, puisque les quantités de métaux que vous voyez affichées là, que ce soit terres rares légères ou terres rares lourdes, elles représentent entre 1,2 et 2,2 fois la consommation annuelle de l'Europe en 2010, toute application confondue. Ce que je vous dis là pour les terres rares est vrai également pour le lithium ou pour le cobalt. Et là, ça devient beaucoup plus problématique. Alors justement, portons notre regard un peu sur les terres rares et regardons donc cette ressource qui est jugée critique par l'UE, par la France, parce que importante pour l'industrie, des aimants permanents, et surtout parce que justement, il y a des tensions prévisibles sur l'approvisionnement. La Chine, détenant toujours le monopole de la production des terres rares dans le monde, avec en 2009 près de 60% de la production. Alors les terres rares, pourquoi faire? Pour leurs propriétés spectrales, qui sont connues, on en a fait beaucoup de lampes basse consommation, pour les propriétés catalytiques que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, mais surtout pour leurs propriétés magnétiques remarquables, qui sont liées à une bonne interaction avec des éléments de transition, cobalt, fer, une température de Curie, une rémanence et un champ coercitif relativement élevé, qui permettent de fabriquer des aimants, donc des aimants même industriels, à samarium cobalt, ou alors des aimants plutôt miniaturisés, à néodyme fer-bore. L'application majeure, ce sont justement les aimants permanents pour les véhicules électriques, et rien que l'application électrique donc, laisse penser les analystes qu'on s'attend à une croissance de près de 8% par an pour les prochaines années de notre consommation donc, de terres rares, ce qui entraîne donc 8% par an, un doublement de notre consommation tous les 8 à 9 ans. Alors, pourquoi des terres rares dans les véhicules? Parce que dans les véhicules, on ne parle que de lithium. Parce que justement, la voiture électrique, c'est deux choses. C'est un nouveau carburant, c'est le lithium dans les batteries, mais comme c'est une voiture électrique, un nouveau moteur, un moteur électrique. Et aujourd'hui, les constructeurs ont le choix pour produire leur moteur électrique. Soit un moteur à bas coût à induction, soit un moteur un peu plus cher à aimant permanent riche en terres rares. Le choix du moteur à aimant permanent à terres rares, il est généralement fondé sur des critères de performance. Alors Tesla aujourd'hui nous explique qu'il choisit les moteurs à aimant permanent à terres rares pour leur plus grande puissance, c'est un peu futile. Pour l'efficacité améliorée, ça c'est plutôt pas mal. Pour une meilleure accélération, c'est un peu discutable.
Et pour une meilleure autonomie, ça, c'est carrément génial. Donc oui, les moteurs à aimant permanent de terres rares seront le futur des véhicules électriques. Alors regardons maintenant un petit peu les choses pour une petite étude de cas. Une voiture électrique standard contient environ 2 kg d'aimant permanent. 2 kg d'aimant permanent, ça représente environ 750 grammes de néodyme, dysprosium et praséodyme. À l'échelle de la France, le parc automobile français, c'est 38 millions de véhicules. Aujourd'hui, il y a 240 000 véhicules électriques. C'est une goutte d'eau, ça compte presque pour rien. Donc, si à l'horizon 2040, on veut presque plus voir de véhicules thermiques sur nos routes, et donc on doit passer à 38 millions de véhicules électriques, ça nécessite, pour cette période-là, 28 000 tonnes de néodyme, dysprosium et praséodyme. Alors 28 000 tonnes, ça ne paraît pas grand-chose comme ça écrit sur le papier, mais 28 000 tonnes, c'est considérable, parce qu'aujourd'hui, la production mondiale de ces trois substances, en 2020, c'est 50 000 tonnes. Donc juste la France aurait besoin, sur les 20 prochaines années, on va dire, de plus de la moitié de la production annuelle de terres rares d'aujourd'hui. Alors il paraît clair qu'il va falloir un peu plus s'intéresser au système métallogénique de gisements de terres rares comme d'autres petits gisements de métaux rares. Parce que justement la transition vers le véhicule électrique est bien en marche et qu'il va devenir nécessaire d'échapper à certaines situations de monopole. Des terres rares en Europe, est-ce qu'on en a? La réponse est oui. Les gisements de terres rares aujourd'hui où on extrait des terres rares sont connus, c'est Bayanobo en Chine et en dehors de la Chine, Mountain Pass et Mount Weld en Australie. Sur le reste de la planète, il existe encore de nombreux gisements hors de Chine avec des tonnages et des teneurs relativement intéressantes qui pourraient conduire demain à l'ouverture de nouvelles mines. Mais ces nouvelles mines pourraient être en Europe. L'Europe dispose de ressources. Alors, hélas, un bon paquet en Russie, c'est plutôt la mode aujourd'hui, mais également dans le bouclier phéno-scandien européen, si on s'intéresse donc à la Norvège, si on s'intéresse également à la Suède, mais également si on s'intéresse au Groenland. Et pas de chance, le Groenland l'ont passé, ils ont voté un moratoire sur l'uranium, et sachez quand même que ça n'existe pas, les gisements de terres rares, sans uranium. Donc, si vous voulez une mine de terres rares, ce ne sera pas au Groenland, il faudra aller la chercher. Alors, je voudrais conclure un peu ma présentation pour évoquer avec vous l'utilisation éco-efficace des matières premières minérales et donc la nécessité de connaître avec précision l'écosystème des chaînes de valeur des matières premières minérales. L'objectif ici, c'est plutôt de valoriser les coûts de conception des produits finis, de diminuer donc notre empreinte sur l'extraction des matières premières minérales, primaires bien entendu, et de valoriser les mines urbaines, c'est-à-dire les matières premières minérales secondaires. Les mines urbaines, c'est le pilier du Green Deal européen à travers le recyclage. Il faut bien comprendre que développer le recyclage en Europe, ça veut dire qu'il existe une infrastructure métallurgique en Europe. Il n'y a pas de recyclage sans infrastructure métallurgique. Et il n'y aura pas de recyclage efficace, notamment des petits métaux, si on n'a pas cette infrastructure. Or, les développements en R&D sont coûteux et la mise sur le marché de procédés de recyclage peut être considérée comme risquée. On s'y est frotté il y a quelques années déjà pour recycler les lampes de basse consommation. Pas de chance, les terres rares qui étaient compris dedans ne nous servent pas à grand-chose aujourd'hui, vu que tout a été supplanté par les LED. Donc en fait, il est devenu nécessaire de connaître le marché des matières premières minérales en termes de flux, de stock, tout au long de la chaîne de valeur, afin d'identifier les sources pour le recyclage. Et pour ça, le meilleur outil, c'est le MFA, l'analyse de flux de substances, en fait de flux de substances et de stock. La meilleure représentation, ce sont les diagrammes de Sankey, qui sont particulièrement bien adaptés à la synthèse de ces observations parce qu'ils fournissent une vision globale pour aider à positionner l'innovation en procédé de traitement et de recyclage. Vous avez ici un diagramme de Sankey qui est réalisé à l'échelle de l'Europe. Les frontières de l'Europe sont matérialisées par les petits tiretés ici en gris. Si vous êtes en dehors de ce rectangle grisé, vous êtes sur le reste du monde. À l'intérieur de l'Europe, qu'est-ce que l'on voit comme étape? On voit en fait une case à cheval entre le reste de l'Europe et l'Europe qu'on appelle la lithosphère. Ce sont les ressources comprises dans notre sous-sol. Il y a des ressources en Europe, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il y en a aussi ailleurs dans le reste du monde. La case d'après, c'est tous les procédés de la chaîne de valeur, essentiellement des procédés anthroposphériques, qui sont liés après l'extraction et la production d'un concentré de terres rares dans les mines, à la séparation des différentes terres rares, pour aller vers la suite, la fabrication d'outils, fabrication d'aimants, fabrication de luminophores qui vont être assemblés pour fabriquer
soit des piles, soit des lampes basse consommation, soit des véhicules thermiques, excusez-moi, des véhicules électriques ou des éoliennes. Ces applications sont ensuite utilisées par tout le monde. Et bien entendu, lorsqu'on a une éolienne qui est plantée, lorsqu'on utilise une voiture, on n'a pas pour objectif, en général, de la ramener à la casse d'ici la fin de l'année. On les utilise pour une certaine durée, jusqu'à 10-15 ans pour une voiture et jusqu'à 15-20 ans, 30 ans pour les éoliennes. Les étapes suivantes sont associées à la gestion des déchets. Alors, ce diagramme est relativement intéressant parce qu'en fait, il est basé sur des données de 2010-2012 et il nous montre qu'à cette époque, toutes les flèches donc, de flux et de stock convergent vers une gestion de déchets qui envoie nos flux de terres rares vers la décharge ou qui les disperse en sidérurgie. En fait, ce que je vais vous montrer par là, c'est qu'il n'existe absolument aucune flèche à cette époque-là qui repart vers la séparation ou vers la fabrication. Il n'existe donc pas d'industrie du recyclage en Europe il y a 10 ans. Il n'existait pas d'industrie du recyclage en Europe il y a 10 ans. Donc ça veut dire que tous les flux et les stocks qui s'accumulent ici, et ces flux sont de potentiels enjeux pour développer une filière du recyclage en Europe. De la même façon, on aperçoit que sur la lithosphère, et sans surprise, il n'y a aucune flèche qui quitte la lithosphère européenne pour rejoindre les usines de séparation européennes, comme il n'y a également aucune flèche qui quitte la lithosphère pour partir vers des usines de séparation en dehors de l'Europe. On ne produit pas de terres rares sur notre continent. En revanche, nous importons des terres rares depuis l'étranger. Alors en fait, ces MFA sont relativement utiles parce qu'ils apportent une vision à l'échelle de l'Union européenne des flux de terres rares associés à des produits potentiellement recyclages. Ils apportent une meilleure appréciation de la complémentarité entre les ressources primaires et les ressources secondaires, et ils aident à orienter le développement de procédés de récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et c'est très important parce qu'il faut recycler, ne serait-ce que pour éviter les impacts liés à la production primaire et réduire les quantités de déchets éliminés. Ça nous permet, ces diagrammes de MFA, de revisiter la notion de criticité. Parce que vous imaginez bien que si un seul des projets en Europe devait ouvrir, alors la criticité de cette matière première, la terre rare en l'occurrence, sera fortement influencée, donc revue à la baisse. La grande question, en fait, c'est comment préserver le secteur secondaire, même en cas de démarrage de projets miniers de grande ampleur. Alors, cette belle histoire du recyclage a également ses propres contraintes. Ici, nous allons nous intéresser à la proportion de métal recyclé qui entre dans la production d'un métal neuf. C'est ce que j'ai appelé le Recycling Content, RC. Alors, la part de métal recyclé dans un nouveau produit, donc un métal neuf, va dépendre du taux de recyclage d'un produit en fin de vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'un produit arrive en fin de vie, la question, c'est de savoir, sur une bagnole ou sur 2 ou sur 10 qui arrivent en fin de vie, combien d'entre elles je vais recycler? Alors, je vous rassure, sur une bagnole, on en recycle 5. Et les 5 autres, elles échappent à la filière du recyclage européen, on va dire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la part de métal recyclé dans un métal neuf dépend également du taux de croissance de la demande de ce métal. Et vous avez vu que les taux de croissance aujourd'hui, pour de nombreux métaux, sont plutôt élevés. Et bien entendu, la part du métal recyclable va dépendre également de la durée de vie des produits dans l'économie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On sait que les taux de recyclage de produits en fin de vie sont de 1% pour les petits métaux. Alors, je caricature, mais ça veut dire que sur 100 téléphones, il n'y en a qu'un seul qui sera recyclé. Et plutôt de 50% pour les métaux de base, ça veut dire que sur 10 bagnoles, on en recycle 5. Alors, si on s'intéresse au diagramme graphique de gauche, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour un produit ayant une durée dans l'anthroposphère d'environ 20 ans, alors, ma petite flèche, allez là, voilà, 20 ans, toc. Un taux de croissance que j'ai fixé, lui, par défaut, de 6%, un taux de recyclage de 50%, donc on va s'intéresser à la courbe orange, et bien en fait, au bout donc, de 20 ans, hop, au bout de 20 ans, voilà, je vais ici, et ben la quantité de métal recyclé dans la production d'un nouveau métal neuf ne pourrait être au maximum que de 25%. C'est exactement le cas de l'acier. Pour l'acier, on recycle entre 25 et 50%. Pas au-delà, c'est difficile. Alors, bien entendu, on peut prendre le problème à l'envers.
et se demander mais comment faire pour que le recyclage puisse couvrir à 100% nos besoins dans une économie durable? Eh bien, ça marche, mais uniquement dans une économie en récession. Donc, ça amène quand même à réfléchir un peu sur les notions de sobriété. Donc, pour conclure, j'aimerais répondre rapidement à la question que j'ai écrite sur ma première diapositive. Est-ce que le secteur minier saura répondre aux défis de la transition énergétique? C'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, l'industrie minière va devoir relever de grands challenges. Et le plus grand challenge que l'industrie minière va avoir à relever, ce n'est pas celle qui consiste à savoir s'il existe des ressources dans le sous-sol. Parce qu'en fait, la disponibilité géologique pour l'essentiel des matières premières minérales, elle est là, elle existe. Le vrai problème, c'est plutôt l'accès à cette ressource. Et cet accès, il est influencé par de nombreux facteurs économiques, sociaux, environnementaux et géopolitiques. Et c'est la raison pour laquelle il me semble aujourd'hui important de réconcilier le citoyen, j'implique par là le politique, tous les nouveaux députés qu'on vient d'élire. Il faut les réconcilier tous avec l'industrie minérale s'ils veulent continuer à vivre dans un monde fait de voitures électriques avec des écrans tactiles d'une portière à l'autre. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Je vous remercie.